Pour moi, le cou, c'est vraiment une zone sensible. Durant mon enfance, j'ai vraiment un souvenir clair de voir ma mère porter un étrange collet cervical. En fait, c'était comme un col roulé beige mais rigide. Puis, ma mère était aussi fan de Baume du Tigre. En fait, je pense qu'elle utilisait ces deux éléments-là dans mon souvenir d'enfant quand elle avait un torticolis. Puis c'était plutôt drôle de la voir se retourner parce que quand on lui posait une question, c'était tout le corps qui se retournait et pas juste la tête. Si vous en avez déjà expérimenté un, vous savez qu'un torticolis, c'est très douloureux, ça immobilise. C'est assez paralysant comme effet. Les torticolis, ça doit être de famille chez nous. Parce que depuis 10 ans, je suis moi aussi abonnée à ce genre de remède-là. Et même que, lors de l'été 2019, je subissais ma 5e attaque de torticolis de l'année. Je me rappelle, ce torticolis-là était particulièrement fort et j'étais en vacances, j'étais pas chez moi. Je pleurais de douleur et je manquais un peu de ressources là, pour gérer la situation. Puis ça m'a comme donné le coup de pied. J'ai finalement été voir mon médecin puis je lui ai demandé une radiographie parce que là, ça faisait trop de torticolis dans la même année. Puis je voulais vraiment m'attaquer au problème. La radiographie, ça a vraiment été la bonne chose à faire pour moi parce qu'en voyant le résultat, puis en l'analysant avec quelqu'un qui avait un meilleur œil que moi aussi, j'ai vraiment pu comprendre qu'est-ce qui se passait dans mon cou. Puis c'est sûr que la radio, ça donne pas toutes les informations, mais ça m'a comme aidé à comprendre la situation puis à agir dans un sens plus logique avec mon cou. Je suis Camille Proux, une femme passionnée et une professeure de yoga. Vous écoutez le podcast Des pieds à la tête et aujourd'hui, j'aborde un thème qui me touche beaucoup personnellement, le cou. Je vais vous parler de la colonne cervicale, qui est finalement l'ossature du cou. Puis, je vais vous parler de ses particularités anatomiques, évidemment des aspects que je trouve fascinants de ces particularités-là. Et je vais aussi vous expliquer comment prendre soin de votre cou avec le yoga. Puis finalement, je vais vous donner mes petits trucs à moi, les solutions vers lesquelles je me tourne quand j'ai un torticolis ou juste en général quand quelqu'un me dit avoir mal au cou. À première vue, les vertèbres du cou peuvent nous paraître fragiles parce qu'elles sont beaucoup plus petites que celles des lombaires, du bas du dos par exemple. Sauf que proportionnellement aux os, les disques intervertébraux, donc les coussins amortisseurs là, qui séparent les vertèbres, sont plus épais dans le cou que dans les lombaires. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Fait que si on ramène les proportions aux mêmes, finalement, la colonne cervicale, elle est peut-être plus solide ou du moins sujette à faire des hernies discales que notre colonne lombaire. Néanmoins, elle est quand même conçue pour être au bout de la colonne puis pour porter le poids de la tête. Il y a 7 vertèbres dans cette partie-là de la colonne, donc 7 vertèbres cervicales, duquel on distingue les 2 premières. On leur a donné des petits noms que je trouve quand même intéressants, puis les noms reflètent leur fonction. La première vertèbre, tout en haut, elle se nomme Atlas, comme le titan qui porte le monde sur ses épaules. Puis l'atlas qui soutient la tête, finalement, la forme de cette vertèbre-là nous permet de faire des mouvements de oui, donc avant-arrière. La deuxième vertèbre, elle se nomme axis. Elle est très différente de la première et elle permet, au contraire, elle, beaucoup de mouvements de droite à gauche. C'est même là qu'a lieu le plus de rotation dans la colonne du cou. Évidemment, il y a d'autres particularités à la colonne cervicale en termes d'os puis de structure anatomique, mais je ne veux pas rentrer trop dans ces détails-là. En fait, il y a un dernier élément que voulais vous souligner et c'est le fait que la colonne cervicale, elle est en lordose. Donc, la courbe de cette colonne-là, elle va dans le même sens que la courbe lombaire. Et ces courbes-là, ce sont des courbes qu'on dit secondaires. Donc, ils sont arrivés après
la naissance. Parce que quand on est en position fœtale, au moment d'être un fœtus ou un bébé prêt à naître, on a la colonne vertébrale enroulée. C'est au moment de la naissance que la colonne va commencer à se former, puis un petit peu plus tard dans le développement de l'enfant. Puis cette forme-là, elle est importante à conserver pour la santé du cou, puis elle est importante à avoir en tête quand on fait nos mouvements de yoga. Puis elle va aussi même nous renseigner un peu sur qu'est-ce qui se passe. Parce que elle est sympathique à la colonne lombaire, donc à ce qui se passe dans la région du bas du dos. Sympathique, ça veut dire que si je fais une flexion, si j'essaie d'arrondir un peu mon cou, il va se passer la même chose dans le bas de mon dos. Et si je creuse mon cou, il va se passer aussi la même chose dans le bas de mon dos. Ça m'amène à vous parler des quelques éléments clés qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours, mais aussi dans un cours de yoga pour avoir une santé du cou qui est optimale. D'abord, il y a cette idée-là de garder la courbe naturelle du cou. Donc, sachant que c'est dans cette position naturelle, la lordose, que le cou se sent le mieux, on peut essayer de faciliter ça. Si vous avez déjà suivi un cours avec moi, vous m'avez souvent vu prendre une couverture, placer cette couverture-là sous ma tête lorsque je descends faire des postures au sol. À moins d'être en train de faire une posture où là, la couverture créerait plus de compression, c'est un geste que je vais faire systématiquement. Et le but de ce geste-là, c'est d'aller conserver justement la courbe naturelle de mon cou. On va aussi éviter de combiner le mouvement d'extension avec le mouvement de rotation ou de torsion. Quand on fait une extension avec le cou, c'est le mouvement où on envoie la tête vers l'arrière. Puis ça, vous pouvez le sentir dans votre nuque, ça réduit l'espace entre les vertèbres. Si, avec ce mouvement-là, j'ajoute une torsion, mais là, je suis en train de réduire, d'écraser, de comprimer un peu l'espace qui est entre les vertèbres, justement, et j'ajoute un grand stress sur cette zone-là. Et finalement, on pourrait se demander aussi, est-ce qu'il y a des postures qu'on devrait ne pas faire pour garder la santé du cou? Quand j'ai consulté un physiothérapeute après avoir eu ma radiographie, une des premières choses qu'il m'a dit, c'est « J'espère que tu ne fais pas la chandelle, au moins. » Moi, j'aime beaucoup l'approche des physiothérapeutes, mais là, j'avais de la difficulté à ne pas me retenir pour lui expliquer que oui, la chandelle, si c'est fait de telle façon, ça peut être dérangeant pour le cou, mais il y a des façons de la faire qui sont correctes aussi. Ce que je veux pas faire le procès du physiothérapeute ou défendre la chandelle, mais de manière générale, j'aime pas l'idée de condamner une posture. Je vous dirais juste que si vous faites des postures où vous pensez qu'il y a un risque pour le cou, je pense entre autres à la posture de la chandelle, là, ou équilibre sur les épaules, pensez au premier principe, là, qui est de conserver la courbe naturelle du cou. Il y a des adaptations qui existent pour ces postures-là afin de respecter ça. Ça pourrait être le genre de choses qu'on met de l'avant. Outre ces trois principes-là, celui de garder la courbe naturelle du cou, d'éviter de combiner l'extension et la torsion et de réfléchir aux impacts de certaines postures sur notre cou, il y a aussi des exercices qu'on peut faire pour soulager des tensions si elles sont présentes. Une des premières postures thérapeutiques que j'ai appris pour le cou, elle ne ciblait pas directement cette zone-là du corps. En fait, les tensions qui se reflètent dans notre cou, elles peuvent venir de beaucoup plus bas. Parce que le haut de la colonne, c'est comme le résultat de l'expression de ce qui se passe en bas. Pas dans tous les cas, là, mais des fois. Donc, une première chose qu'on peut faire, c'est d'essayer d'aller relâcher, détendre le psoas. Et pour faire ça, c'est assez simple. On va se placer les mollets sur une chaise, comme une chaise pliante, puis le dos est au plancher. Les genoux sont sur le rebord de la chaise, puis on va s'installer là plusieurs minutes pour inviter vraiment un relâchement, une relaxation dans tout le corps. Et si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui peut venir juste mettre un peu de poids
soit une pression avec les mains sur les tibias, sur la chaise, ou même s'asseoir sur les tibias. Ça peut aider aussi à plus de relâchement. Si vous n'avez pas de chaise, vous n'avez personne pour vous aider, c'est quand même possible d'aller chercher un relâchement au niveau du psoas. Puis, pour faire ça, il faut simplement s'allonger sur le dos. Donc, les pieds sont au plancher, les genoux sont fléchis, mais pas fléchis pour Setu Bandha ou la posture du petit pont, là. On n'a pas les mollets qui sont collés sur les cuisses. On laisse de l'espace derrière les genoux, on laisse ça respirer et on invite la détente dans l'abdomen, dans les cuisses et dans les fessiers. Donc, après avoir relâché le psoas ou même relâché le cou en le supportant bien avec une couverture, une prochaine étape qu'on peut faire, c'est d'aller voir si certains étirements pourraient nous faire du bien ou juste des mouvements en général. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est juste recréer tous les mouvements que le cou peut faire naturellement pour aller libérer un petit peu des tensions. Donc, on va pouvoir tourner la tête de droite à gauche, de haut en bas, puis aller un peu sur les côtés aussi au besoin. Ce que j'évite de faire, c'est des grands cercles complets avec la tête, parce que si on se rappelle un peu de la forme, l'anatomie de la colonne cervicale, on n'a pas une forme comme dans la hanche ou comme dans l'épaule qui nous permet de faire un cercle complet. Donc, nécessairement, quand on fait un grand cercle avec la tête, on crée un peu de friction dans le cou. Avec ces gestes-là qu'on peut faire pour la tête, il y a aussi des étirements de cou qu'on peut faire. Donc, dans différentes directions, ça fonctionne bien. Mais ce que j'aime particulièrement faire, c'est tromper les muscles de mon cou pour essayer de les relâcher. Donc, je vais aller étirer, par exemple, la tête, le cou, en tournant mon regard vers la droite. Puis pendant que ma tête est vers la droite, je vais en même temps amener mes yeux vers la gauche. Puis je vais répéter ça 4 fois, peut-être même 10 fois, toujours dans la même direction. La tête à droite, les yeux à gauche, la tête à droite, les yeux à gauche. Puis après ça, je vais reprendre de l'autre côté. On ne le sent pas nécessairement tout de suite, mais ça va créer un relâchement dans notre cou en raison de certaines connexions qu'il y a entre les muscles du cou et les yeux. Puis finalement, je ne vous donnerai pas d'exercice directement aujourd'hui pour ça, mais sachez aussi que le cou, c'est beaucoup relié aux épaules. Donc, on peut travailler dans la zone des épaules si on veut aider à créer plus de relâchement dans le cou. Je m'arrête là en termes d'exercices à vous partager, mais sentez-vous très à l'aise de m'écrire si vous avez des problèmes avec votre cou. Ça va me faire plaisir de partager mon expérience personnelle avec vous. Avant de vous laisser partir, je veux revenir sur la petite histoire que je vous racontais au début. Donc, je vous ai dit que quand j'ai vu ma radiographie, ça a changé ma vie, ça a changé la vision que j'avais sur mon cou. Mais en fait, c'est que sur cette radiographie-là, j'ai vu que j'en avais pas de lordose dans mes vertèbres cervicales. Ce qu'on voit plutôt sur ma radiographie, c'est une courbe de cou qui est plate et qui est en direction tranquillement de s'inverser. Je sais que les courbes, ça se travaille, ça change. Je ne sais pas c'est quoi l'état de ma courbe de cou en ce moment, mais depuis l'automne qui a suivi cet été-là, je n'ai pas refait de torticolis et je continue de vraiment être à l'écoute de ce qui se passe dans mon cou. Puis une des habitudes que j'ai changées, c'est ma manière de supporter mon cou. Fait que je me gêne pas là, d'avoir un gros rouleau de couverture en dessous du cou pour aller recréer ma lordose. Et aussi, j'ai changé mon oreiller pour avoir un oreiller qui offre ce support-là aussi. Puis je pense que ça, c'est la différence majeure que ça l'a fait sur mon cou à moi. Après, il reste plein de questions mystérieuses qui, je crois bien qu'il va falloir que j'accepte de jamais avoir de réponse à ces questions-là. Est-ce que ma mère aussi a une courbe de cou qui est droite ou est-ce que c'est des accidents qui sont arrivés dans ma vie qui ont créé cette courbe-là? Est-ce que ce sont de mauvaises pratiques ou certaines postures de yoga qui les ont créées? Je le sais pas, je le saurai probablement jamais.
Mais l'important, c'est que je sais que le cou, c'est ma zone sensible et je sais maintenant comment le traiter et faire attention pour que je ne me retrouve pas avec 5 et plus torticolis dans la même année.